L'exposé est divisé en 3 parties. Une première partie est consacrée à l'influence de la géométrie de la sonde sur les résultats. Une seconde partie, c'est le calcul d'erreur dont on a parlé précédemment. Et ensuite, une partie perspective. Alors, bon, voilà. Donc, si on considère une sonde nue, voilà la photo d'une sonde nue qui se dilate à vide. On voit qu'elle se dilate, elle se déforme comme un ballon de rugby. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison que dans le terrain ce soit différent. Donc on peut le modéliser, cette déformation, par une poutre sur 2 appuis simples, avec au centre l'action de l'eau et aux extrémités l'action des cellules de garde. Et puis le sol va réagir en termes de réaction du sol comme un module, donc proportionnellement à la déformée, avec une hypothèse de module de réaction. Alors, si on considère maintenant le tube fendu, on voit qu'il est bridé aux extrémités et on peut représenter cette déformation par une poutre sur 2 appuis encastrés avec le même système de répartition des efforts de part et d'autre de la poutre. Alors, à noter que la norme ne suppose qu'on a une déformation cylindrique et une pression uniforme. Alors, si on applique ces corrections aux 59 essais croisés de Messanges, qui sont réalisés dans les sables, on a 3 types de... En gros, j'ai réparti les essais en 3 types de sondes. La sonde type nu qui est utilisée dans les sondages SP1 et SP2. La sonde tube fendu court avec les sondages SP4, SP5, SP6. Et la sonde fendue longue avec les sondages SP3, SP8. Et donc, on voit ici la répartition des résultats et on s'aperçoit que quand on est avec la... Alors, il y a eu une inversion des couleurs, mais la sonde nue, elle est ici. C'est les points bleus. Le tube fendu court, il est ici. Et le tube fendu long, il est ici. Donc, ça n'a pas été mis à jour, le truc. Enfin, c'est pas grave. Et donc, on s'aperçoit finalement que le module MENA, par contre, si on applique les corrections proposées, on voit que la dispersion des résultats disparaît pratiquement, et les résultats, les courbes sont pratiquement confondues les unes avec les autres. À noter que quand on est avec le tube, la sonde nue, excusez-moi, donc c'est marqué ici, quand on est avec la sonde courte, lanternée courte, on a un module 2 fois plus fort qu'avec la sonde nue, quand on est en interprétation standard. Et donc, il y a une très grande différence, alors que là, cette différence disparaît quand on applique les corrections proposées. Maintenant, si on regarde en ce qui concerne les pressions limites, donc là aussi, les essais de Messanges sont regroupés par type de sonde, on voit qu'on a quand même une différence entre la sonde nue, cette fois les couleurs sont bonnes, le pointillé bleu, c'est la sonde nue, et le tube fendu long, c'est le ligne continue rouge. Et donc, on a des pressions limites qui sont plus fortes quand on utilise le tube fendu, dans le cas des sables, 1,5 fois à 1,6 fois plus fortes que quand on est dans sonde nue. Et si on applique maintenant les corrections proposées, la dispersion des résultats pratiquement disparaît et les courbes se regroupent complètement. Donc, ça, c'est une partie de réflexion sur l'influence de la sonde, de la forme de la sonde et de l'épaisseur des membranes. Maintenant, on va aborder l'aspect calcul d'erreur. Donc, si on considère qu'est-ce qu'on mesure avec le pressiomètre, on va mesurer un volume et une pression. Donc, les mesures unitaires, on va considérer qu'elles se répartissent avec une précision liée à une courbe de Gauss, qui est représentée ici. Donc, quand on peut calculer la moyenne, c'est la relation numéro 2, ou l'écart type, la relation numéro 3. Et à partir de ces mesures de pression et volume, on va trouver une pression limite et un module calculé. Et la loi de composition des erreurs, relation numéro 4, va nous donner la précision sur les modules pressiométriques et les pressions limites. Donc, on va avancer un peu. Si on regarde maintenant l'erreur, la précision liée au module pressiométrique, on va obtenir la formule numéro 5 par la loi de composition des erreurs
présenté auparavant. Donc, cette relation nous permet d'avoir la précision sur les différentes mesures. Donc là, j'ai pris le benchmark proposé par Fondasol avec le processus A. Quand on utilise les résultats avec le processus A, donc voilà, c'est les différentes précisions présentées. Processus A, c'est la mesure visuelle où on a les pressions mesurées à 25 kPa et les volumes à 2 cm3. Le processus B, les pressions sont mesurées à 15 cm3, à 15 kPa et les volumes à 1 cm3. Et le processus C, c'est une saisie numérique améliorée dans laquelle la précision sur le volume est encore meilleure, on est à 0,1 cm3, et la précision sur la pression était encore améliorée à 10 kPa. Bon, si on regarde ce que ça donne sur les essais du benchmark, en termes de modules, l'erreur relative sur les modules avec le processus A est entre 4 et 17%. Si on utilise maintenant le processus B, pardon, je suis allé un peu vite là, le processus B, la précision s'améliore sur les modules, on passe entre 2 et 10% de précision avec la saisie numérique, donc c'est pour ça qu'on vous recommande de faire la saisie numérique. Et si on avance un peu en améliorant encore la mesure en prenant 0,1 cm3 sur les volumes, et on a une précision qui s'améliore encore un petit peu, d'entre 1 et 10%. Donc ça, c'est ce qui concerne les modules. Donc les modules sont influencés par la précision de la mesure unitaire. Maintenant, si on considère les pressions limites, donc l'erreur moyenne sur la pression limite, c'est la formule numéro 6, calculée par la formule de composition des erreurs. Donc si on regarde maintenant ce qui se passe sur les essais du benchmark, la précision de la pression limite mesurée avec les... Alors là, on a... c'est d'une ancienne version, mais en fait, on a une erreur relative qui est entre 0 et 32%. Quel que soit en fait le procédure, que ce soit A, B ou C, on obtient les mêmes résultats en termes d'erreur relative. Donc la précision de la pression limite n'est pas influencée par la précision de la mesure unitaire de pression et de volume. Elle va être influencée par la valeur choisie de la pression de fluage et le nombre de points qui seront après. Donc plutôt par le choix de l'interprétation plutôt que la qualité de la mesure. Donc voilà, ça c'est le processus B, on a les mêmes précisions. Finalement, on revient au processus C, on a les mêmes précisions. Pour terminer, je vais faire une petite commentaire sur l'utilisation de ces corrections. Si on corrige la pression, la courbe pressiométrique par les relations proposées, on va obtenir la courbe pressiométrique bleue. Ici, et si on a le bonheur de réaliser un cycle déchargement-rechargement, on va pouvoir mesurer sur ce cycle, par comparaison avec la courbe d'expansion théorique du pressiomètre, sur ce cycle, on va pouvoir mesurer un module d'élasticité. Et l'analyse de ce qui se passe en termes de la fin de la courbe, en proche du fluage, de la pression limite ici, va nous permettre de comparer la pression limite expérimentale à la pression limite théorique et de déterminer un angle de frottement, phi prime, excuse-moi Roger, mais je suis obligé d'en parler. Donc on peut déterminer par cette méthode-là l'angle de frottement dans les sables. Bien, donc pour conclure, la contribution de Guyatek a porté sur la détermination de la correction liée à la membrane, à son épaisseur, à sa forme, la détermination de la précision des résultats liés à la précision des grandeurs unitaires, et puis donc en termes de bénéfices pour Arscope, on a une réduction de la dispersion des mesures, homogénéisation des résultats, une mesure de la précision des résultats pressiométriques en termes de modules pressiométriques et pression limite. Et en optionnel, il est possible d'améliorer l'essai pour interpréter plus complètement et atteindre des caractéristiques mécaniques intéressantes pour les calculs. Merci à tous de votre attention. Merci Jacques. On a le temps pour une séance de questions.
Bonjour, merci beaucoup pour Bonjour. l'exposé. La partie de la correction sur la pression limite, Oui. elle est uniquement dépendante de l'épaisseur de la membrane Alors, ou elle a été travaillée avec d'autres paramètres? Je peut-être un peu plus vite sur ce point. donc la correction, elle porte sur l'épaisseur de la membrane et sur la déformée, les deux à la fois. Et donc, quand on analyse l'essai en prenant en compte l'épaisseur de la membrane pour réduire la pression appliquée au sol et en prenant en compte la déformée moyenne sur la partie mesure, en considérant que c'est un genre de poutre déformée, quoi, on obtient des caractéristiques de pression et de déformation qui permettent, si on interprète de façon la norme, comme fait la norme, en inverse de volume en fonction de la pression, on obtient une limite liée au doublement du volume théorique, qui va donner un volume théorique corrigé de ces deux corrections. C'est pour ça que dans la courbe présentée l'avant-dernière, donc il y avait l'évolution de la pression limite en fonction de la profondeur, et les pressions limites étaient corrigées avec ces deux corrections. Et là, on a montré que c'était moins dispersé en termes de mesure quand même. Est-ce que D'accord, j'ai donc- répondu à la question? Oui, donc il y a une correction qui est intrinsèque au matériel, à la sonde, Oui. et une autre qui est liée au développement de l'essai, Oui. ramenée à la déformation. Ok, Ouais. c'est ce point-là que j'avais pas compris. Voilà. Merci. Bon, bah, je pense que vous avez tous envie de faire la pause, là, Attends, peut-être. une autre question. Ah, Et on est dans les temps. Merci Julien. Merci Jacques pour ta présentation. merci. Stéphane Brûlé de Ménard. Est-ce que finalement, grâce à ces corrections, Oui. grâce auxquelles tu sauves un peu finalement l'ensemble de ces mesures très disparates, ouais. est-ce qu'on voit finalement le reliquat, c'est la qualité du forage, ou est-ce qu'on a une information pas là-dessus? Ah, alors ça c'est une bonne question et qui est délicate en fait. Non, je vois, tu as appuyé sur un point sensible. Là, je n'ai pas analysé la qualité du forage. J'ai regardé, et comme je l'ai expliqué, j'ai regroupé les forages par type de sonde. SP1, SP2 pour dire que c'est de la sonde nue. 3, 4, 5 pour dire que c'est du tube fondu court, et puis, donc 4, 5 ici, pardon, et 3 et 7 pour dire que c'est du tube fondu long. Et alors, sachant qu'entre ces différents forages, il y a différentes méthodes de forage. Donc, il est possible, mais je n'ai pas porté l'analyse sur ce point, que la méthode de forage ait une influence forte sur les résultats. En termes de modules, c'est connu du reste. En termes de pression limite, c'est un peu moins connu. Mais c'est probable, oui. Merci. Voilà. Une autre question? Bonjour, c'est Serge Vraxine. Je voulais quand Serge. même parler d'une très mauvaise expérience que j'ai eue, d'une conclusion qui n'est pas tout à fait du ressort de M. Monet. C'est que le tube fendu long et le tube fendu court, ces deux types de matériel, c'est une connerie. Pourquoi y a-t-il pas un seul modèle de tube fendu? L'origine était long et le reste, le court, en réalité, n'a rien apporté. Ben, merci du commentaire. Donc là, j'ai simplement utilisé les essais disponibles dans le projet ARSCOP. Voilà, les 59 essais étaient répartis entre ces différentes sondes. Bon, donc c'est vrai qu'on aurait pu porter une réflexion sur ce point, mais je me garderai de porter un jugement sur les types de sondes, parce qu'il y a des utilisateurs ici qui sont plus férus que moi sur la question.